Sylvia Lippi, nous sommes en février 2023. Vous allez faire paraître en septembre 2023 un livre intitulé « Pour une psychanalyse féministe », sous-titré « Inconscient et sororité ». Nous allons précisément parler de la sororité, un mot qui ne parle pas immédiatement à tout le monde. Alors, commençons par quelque chose de simple. Attendez, sous la Révolution française, on disait « Salut fraternité ». Je vous dis « Salut sororité », expliquez-moi. D'abord, merci d'avoir pris tout de suite d'avoir mis en acte tout de suite ces nouveaux termes. D'abord, je tiens à dire que les livres ont été coécrits avec une sœur qui est de sexe masculin, c'est-à-dire Patrice Maniglier. Voilà. Mais c'est une sœur. Mais on y arrivera doucement. D'abord, simplement pour vous... C'est intéressant de voir que sororité en français, ça n'existait pas dans les dictionnaires. Ça existe en anglais, sisterhood, en italien, sorellanza, mais pas en français. Et d'autant moins en psychanalyse. Je dois dire que avant de rentrer dans les cœurs de la question de la sororité, ça m'intéresse, je voudrais avec vous revenir un peu comment s'est née cette question de la sororité, qui est d'abord une question clinique. Beaucoup de mes patientes adhéraient au mouvement MeToo, avaient elles-mêmes été, disons, voilà, partie prenante au niveau de ce qu'ils ont subi, etc. Et d'autres avaient vraiment des liens incroyables avec les autres femmes, que ce soit par via Internet, que ce soit par des réseaux même alternatifs, hein, pas forcément dans la militance féministe telle qu'on était habitué à la penser. Et cela m'a tout de suite fait penser qu'en psychanalyse, il n'y avait pas une théorie capable de penser ça. Je me dis, il me manque les outils. Freud, Lacan et même les autres psychanalystes femmes n'ont pas pensé la possibilité, disons, des rassemblements féminins. Donc, pour préciser ça, je dois dire qu'en psychanalyse, les groupes est pensé par Freud sous deux formes différentes. Une sous la forme de la masse, hein, psychologie des masses, analyse du moi, hein, comme son thèse l'indique, c'est-à-dire des groupes, par exemple l'armée, hein, qui sont réunis par un idéal narcissique. Ou un leader, ça peut être un idéal ou un leader, mais qui a la capacité de renforcer les narcissismes blessés du petit homme tout seul. Voilà. Avec les autres, voilà, il crée une force de pouvoir, hein, à partir de cette identification-là. Donc évidemment, c'est très problématique. Hein, d'un point de vue psychanalytique, évidemment, cela est plutôt un trouble à extirper. Une autre modalité de penser les liens sociaux est la fraternité. Et, disons, un exemple donné par Freud dans Totem et Tabou, qui est devenu quand même un des mythes fondateurs de la psychanalyse, où, disons, les frères se réunissent pour tuer les pères et pouvoir jouir du beau temps, c'est-à-dire les femmes. Voilà. Cela donne lieu à une loi paternelle à partir du meurtre du père et, disons, l'acte cannibalique et les totems, encore une fois, qui à la fois rappellent la loi, hein, de l'interdiction d'avoir toutes les femmes, comprise la mère, évidemment, et, disons, et les deuils impossibles de ses pères morts. Donc, encore une autre manière, disons, très violente et très agressive et très, voilà, et particulier de penser les liens sociaux où les femmes sont exclues. Les femmes sont les boutons, sont les objets, hein, les objets pour lesquels on commet l'acte parricide. Après, Lacan est arrivé et a, disons, au fond, mis un acte, voilà, à penser à partir, disons, de ces deux idées freudiennes,
à penser les liens sociaux, un universel du lien social qui est donné par les phallus. Évidemment, il ne s'agit pas du pénis masculin, mais quand même, disons, il l'inspire. C'est-à-dire, c'est une notion très complexe que peut-être on n'aura pas le temps d'approfondir ici, mais disons qu'il y a tout, disons, derrière ces symboles, qu'il lui appelle signifiants du désir, et tous les fantasmes qui sont connectés au phallus, fantasmes de pouvoir, de puissance, des castrations, d'un côté positif, d'un côté négatif, possession de la mère édipienne. Je veux dire, il y a toute une série de fantasmes dont l'humanité, selon Lacan, fait partie, et donc on est unis, on est dans les liens sociaux seulement si on traverse la question phallique. La fonction phallique dira à partir à la fin des années 68, voire années 70. Il parlera des fonctions phalliques. À partir du signifiant, il passe du signifiant à la fonction, qui a la fonction de rassembler, disons, hommes et femmes. Il n'y a pas de distinction sexuelle de ce point de vue-là, d'un point de vue, encore une fois, disons, anatomique, mais c'est simplement du fait que si on est dans les liens sociaux, on est traversé par la question phallique. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, la fonction phallique? Par exemple... C'est l'accès à l'ordre symbolique? C'est à l'accès, voilà. Au langage? J'ai un peu du mal à dire ça, parce qu'effectivement, c'est compliqué de penser qu'il faut passer par les phalliques pour être dans les langages. Pour Lacan, oui. Évidemment, mais ça veut dire aussi passer par la castration? Ça veut dire passer par la castration, mais je veux dire, tous ces mondes-là, compris ces premières théories du langage chez Lacan, que ça changera après, est quand même lié à la question édipienne, si on veut. C'est pour ça qui est aussi très critiqué, qui a été très critiqué, en particulier par Deleuze et Guattari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est, encore une fois, castration, phallus, sont toujours phallus comme objet du désir de la mère, qui n'est pas simplement le pénis, mais tout ce qui représente le pénis. Voilà, donc au niveau du... La castration, l'impossibilité, donc l'effet que tout... Les êtres humains sont castrés, c'est-à-dire ils ne peuvent pas satisfaire leur mère. Mais je veux dire, c'est une centralisation familiale qui est assez déconcertante aujourd'hui et assez problématique, à laquelle je pense que le monde est déjà ailleurs. La psychanalyse doit un peu repenser les manières d'assemblement. Et c'est là que la sororité entre. Quand vous dites tout ce qui représente le pénis, c'est-à-dire... Les phallus. Le phallus, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner des exemples, ça peut être... les besoins des pouvoirs, la peur de ne pas avoir les pouvoirs, la peur d'avoir les pouvoirs, l'identification au père, disons, la paternité, la maternité, les besoins, ça peut être aussi du côté féminin, l'effet d'avoir besoin d'un homme qui protège, donc un phallus, demander les phallus à un homme. Il y a toute une économie, donc qui est encore bien en acte. Le monde hétéropatriarcal est fondé sur la fonction familiale et sur la fonction phallique. C'est la même chose. Famille, Édipe, phallus. Beaucoup de psychanalystes ne seront pas d'accord, mais je pense que c'est quand même, si on veut être vraiment, vraiment, précis, tout est lié à cette question-là. D'accord. Alors, les frères, ils commencent, disons, rapidement avec la Révolution française. On les retrouve en 1848. On les retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais là, c'est les frères quasiment au sens universel. Et vous, là, vous arrivez en 2023 et vous nous dites sororité avant tout. Alors. Voilà, donc disons, encore une fois, je dois revenir encore à Lacan, parce que c'est l'origine, encore une fois, il y a mes patientes, et il y a aussi la lecture de Valérie Solanas. Valérie Solanas, en particulier du Scam Manifesto, Scam qui vient à signifier, disons, tout ce qui est, disons, un rébut. Voilà, si on veut le traduire un peu simplement. Et c'est aussi, disons, l'inscription, encore une fois, des femmes qui veulent couper les hommes, les tuer, en quelque sorte. Et, disons, où il y a deux thèses principales, c'est-à-dire l'idée que les hommes doivent être exterminés. Et la deuxième idée, c'est que les femmes sont plus fortes que les hommes, et que les hommes veulent être des femmes.
Donc on reconnaît déjà, évidemment, nous les psychanalystes habitués à penser au pénisneid, évidemment ça nous bouleverse, hein, disons cette lecture. Et effectivement, disons pour moi ça a été très important parce que je vous ai dit tout à l'heure la question de la différence des sexes. Vous permettez juste une seconde. Valérie Solanas, 1936-1988. Il voulait effectivement éliminer le sexe masculin et son manifeste, qui s'appelle Scum Manifesto, donc, a été publié en 1967 et c'est elle qui a tiré sur Andy Warhol et qui, à ce titre, disons, a été à la fois connue pour son manifeste, mais aussi pour avoir perpétué ce geste. Voilà, qui a fait, et à mon avis, c'est notamment ces gestes qui a sûrement empêché que sa pensée vraiment forte puisse être développée comme d'autres pensées féministes. Voilà. Donc c'est Valérie Solanas qui vous a inspiré pour... Absolument, pour penser la sororité. Alors d'abord, encore une fois, il faut revenir à Lacan et à ça, parce que ça s'oppose. C'est vraiment une nouvelle manière de penser, disons, dépenser la femme et l'association des femmes par rapport à la conception de la féminité, disons, chez Lacan. Disons, tout le monde passe par la castration. Donc, il y a cette universelle de la castration. Pour Lacan, il y a des femmes qui ne sont pas forcément des femmes anatomiquement femmes, mais aussi des hommes peuvent s'inscrire de ces côtés-là, et sont ce qu'il appelle les femmes pas toutes phalliques. Et il prend l'exemple des mystiques, qui sont au fond des femmes qui ne s'intéressent pas aux questions phalliques. Ils l'ont traversé, les questions phalliques, mais elles s'en sortent. Et voilà, elles ne sont pas traversées notamment par les questions du pouvoir, par les questions de la castration, par toutes les questions qui concernent le monde masculin. Mais ce qui est propre à ces femmes, et qui sont notions, les patous phalliques de Lacan, a eu un succès fou parmi les psychanalystes et non seulement. C'est l'idée quand même que la femme est absolument radicalement singulière, c'est-à-dire elle ne peut pas se rencontrer avec les autres femmes. Même si on pense, disons, les mystiques, l'expérience mystique dont parle Lacan, qui est une expérience de jouissance propre à la femme, ou à ceux qui prennent cette position-là, n'est pas du tout une jouissance commune, n'est pas une jouissance du partage. C'est une jouissance isolée, presque autistique, et critique, comme les critiques, disons, Luce Irigaray, une jouissance hors langage, c'est-à-dire hors de la parole. En lien direct avec Dieu et pas avec les autres. Exactement. Et surtout, notamment, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, notamment quand on pense les phallus liés au langage, évidemment, si la femme est, disons, même en partie au-delà du langage, en partie, de toute façon, elle est hors langage. Donc, ça ne va pas. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas parler, ça veut dire que c'est la femme muette, c'est la femme qui ne parle pas, c'est la femme qui reste, qui regarde le monde des hommes, avec les guerres, etc., et qu'elle ne participe pas. Ou alors, elle participe au monde des hommes. Par exemple, les féministes sont considérées par beaucoup de psychanalystes comme des femmes phalliques, au fond. Or, Valérie Solanas, indépendamment de cette parole de l'extermination des hommes qui devrait être prise au sérieux, mais pour l'instant, là, ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de là, extermination des hommes, ça veut dire que les femmes peuvent vivre sans les hommes. Et d'un point de vue psychanalytique, c'est-à-dire, ça pose une question. La femme peut être pensée en dehors de la référence au phallus. Et là, pour moi, c'est la révolution psychanalytique, c'est-à-dire, enfin, grâce à Valérie Solanas, on peut commencer à penser la femme sans d'abord liée à d'autres femmes, hein, parce qu'elle s'intéresse beaucoup à la société des femmes, à une société des femmes, donc elle est critique aussi. Hein, les filles à papa sont celles qui sont les acolytes des hommes, hein, les filles à papa, elle les appelle. Donc, ce n'est pas simplement qu'elle n'est pas critique, bien sûr, les femmes
peuvent être aussi encore dans cette dynamique de chercher à l'homme qui protège, ou soutenir l'homme, les grands artistes qui a besoin d'être protégé, et des petites, disons, fans, qui les groupies, qui les soutiennent. Je veux dire, il ne s'agit pas de penser que les femmes sont bien et les hommes sont méchants et mauvais. Non, mais elle pense, sans cette référence à l'homme, qui est faible, c'est-à-dire dépendant de la femme, et la femme, alors qu'elle est indépendante, selon elle, parce qu'ils n'ont pas besoin, même pour se reproduire, elle dit n'ont plus besoin, ce qui est au fond vrai, d'une certaine façon, elle pense la femme sans faire référence à l'homme. Donc là, pour moi, c'était l'ouverture, disons, d'un monde, c'est-à-dire, enfin, la psychanalyse aussi, même si Valérie Solanas n'est pas une psychanalyste, mais disons, on peut commencer à penser les liens entre femmes, donc le féminisme, les différentes formes du féminisme, de la première vague à la quatrième vague, on peut commencer à les penser à partir notamment des femmes elles-mêmes, et indépendamment de toute référence et à l'anatomie et aux symboles qui quand même rappellent l'anatomie. Voilà. Donc, il n'y a pas de référence au phallus. L'universel phallique, en quelque sorte, est détrôné. Il n'y a pas d'universel phallique avec cette nouvelle conception, encore une fois, du lien social. C'est un lien social, la sororité, qui n'est pas, encore une fois, fédéré ni par la fraternité, ni par l'idéal, ni par le phallus. Voilà. Alors, vous dites que c'est un symptôme partagé, la sororité. Donc, oui. C'est pour ça que vous dites qu'elle peut être un lien social. Les sœurs, employons des termes très simples, seraient plus facilement branchées sur leur inconscient que celles qui ne sont pas sœurs. Très bonne question. Aussi homme ou femme. Disons vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Disons que ce qui est intéressant, que ces liens sociaux dont on a parlé sont soit imaginaires, soit violents, encore une fois, ou fondés en quelque sorte presque sous le refoulement, comme dirait Freud. C'est les liens sociaux des masses en psychologie. Ce sont des liens sociaux qui essayent de refouler la pulsion. Or, chez notre sœur Freud, justement, il y a un passage qui est souvent, à mon avis, lié un peu à travers, dans psychologie de foule et analyse de moi. Il prend l'exemple qui vient expliciter un peu ce que vous posez là comme point central, c'est-à-dire que le lien sororal est inconscient. C'est-à-dire c'est de cet ordre-là, avant les batailles, avant l'idéal, avant tout ce qui est, disons, les critiques que les psychanalystes font généralement au féminisme. Avant d'être ça, il y a un lien inconscient qui s'est fait à partir du symptôme. Et on peut dire encore quelque chose peut-être de plus simple, oui, et vous allez poursuivre. Oui, bien sûr. C'est un énorme éclat de rire. Oui, aussi. Au départ. Voilà. Au départ, c'est un énorme éclat de rire. Évidemment que ça, c'est aussi lié à à ce cas manifeste, qu'on rigole avec, même si c'est un rire dramatique, mais on rigole. Et effectivement, encore une fois, je fais un pas en arrière, après je reviens au point central, qui est vraiment dans Freud. Disons que c'est vrai que mes patientes m'ont porté, voilà, les liens les nouveaux liens qu'il établissait avec d'autres femmes, les nouvelles amitiés qu'il était capable de créer. Et aussi, encore une fois, toujours, disons, le féminisme a été traversé par les faits qu'on rigole ensemble. On ne parle pas tout le temps des choses sérieuses. Et en même temps, en rigolant, c'est là qu'on touche à partir de l'inconscient les choses les plus sérieuses. Mais jamais avec parfois l'autorité de ceux qui veulent être, disons, des vrais mâles, disons. C'est intéressant, un très beau livre de Vincent Després et de la philosophe Isabelle Stenger, notamment, qui elle parle des féministes à l'université, des femmes, de la position des femmes à l'université, qui étaient d'abord caractérisées, par exemple, des femmes qui s'occupaient des choses secondaires, comme Isabelle Stenger, qui s'occupe, je ne sais pas, des pratiques non scientifiques pour les rendre scientifiques, commençant des animaux,
du magnétisme, des choses qui ne sont pas considérées la grande science, par exemple. Et pourtant, les deux sont des épistémologues. Donc, il y a aussi cette idée-là. On peut rigoler, on peut ne pas se prendre trop au sérieux, et en même temps, on peut changer, comme elles ont fait, la conception de la science aujourd'hui. Déjà, il y a ça. Mais revenons donc à nos femmes qui rigolent ensemble. Et MeToo, c'est aussi ça. C'est évidemment... Et c'est ça le propre du symptôme. Les symptômes, d'un point de vue psychanalytique, ce n'est pas un trouble à extirper, comme dans la médecine. Ce n'est pas comme on a un mal à la tête, il faut Les symptômes est pour Freud une trace du désir du sujet, du désir inconscient du sujet, une modalité de désirer. Et il est toujours lié au trauma. Ce qui veut dire qu'on est toujours, comme dirait Donaro, dans les troubles. Ce n'est pas qu'il y ait joie ou tristesse, c'est-à-dire c'est les traumatismes qui trouvent une manière de s'exprimer, de se répéter après coup dans les symptômes, qui est aussi la manière avec laquelle les sujets se tiennent dans les liens sociaux. Certains patients, s'ils n'avaient pas de la boulimie, ils ne pourraient pas exister. Ou alors, une certaine obsessionnelle forme de procrastination. Mais avec la procrastination, finalement, ils arrivent à faire au dernier moment, mais ils arrivent à terminer leur thèse quand même, de la façon la plus douloureuse, mais ils arrivent à le faire. Donc, les symptômes nous tiennent dans les liens sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est ces symptômes partagés qui pourraient être, encore une fois, MeToo, la sororité des MeToo, alors la sororité féministe fait référence. Donc, ces textes de psychologie des foules et analyse des moi, Freud prend l'exemple d'un groupe de filles dans un pensionnat qui éclate dans une crise d'angoisse, tout ensemble. Une d'elles reçoit une lettre douloureuse d'un amoureux et les autres filles s'identifient pas à elle, ils s'identifient aux symptômes de la femme qui crie d'angoisse et qui fait une crise, c'est une crise d'angoisse collective. Évidemment, les papas, disons les psychanalystes à la papa ou les papas en général, ils lisent cette scène dont parle Freud, ils la lisent comme une sorte des contagions imaginaires, au mieux une sorte de soutien réciproque, féminin, imaginaire, avec des fantasmes contre les méchants hommes, etc. Alors que Freud, comme d'habitude, est très profond, et il montre qu'il y a une volonté, il utilise ces termes, de cette femme de s'identifier à quelque chose qui a été refoulé. Et ce qui est refoulé, c'est notamment leur lien qui se manifeste dans les symptômes collectifs, c'est-à-dire la crise d'angoisse. Donc, Freud nous donne la voie pour comprendre qu'il y a un lien entre sororité et inconscient. C'est-à-dire ce qui a été refoulé est les liens sororaux entre les femmes. Et c'est là les points de partage, parce que le traumatisme est singulier d'un point de vue de la psychanalyse. Disons, la notion d'inconscient collectif n'a pas de sens, parce que ce qui se partage, c'est les symptômes. Les symptômes est partageable. Mais ce qui est, disons, la trace, il y a une trace indélébile et une trace, encore une fois, qui ne peut pas être subjectivée du traumatisme. Et ça, chaque fille, disons, la vit de sa façon. Mais là, au lieu de faire comme feraient les psychanalystes lambda et dire « Ah non, chacun doit être ramené à son traumatisme singulier, etc. » Je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre en considération qu'est-ce que c'est une manifestation des symptômes partagés. Et beaucoup de mouvements collectifs aujourd'hui, disons, peuvent prendre, disons, cette forme-là. Je pense à un très beau film d'Isabelle Solas sur la transidentité qui s'appelle « Nos corps sont vos champs de bataille », où elle parle notamment, encore une fois, de l'implication, de l'engagement politique des femmes trans, qu'elle s'appelle elle-même travesties, et qui sont des luttes féministes, écologistes, et on voit très bien, encore une fois, que leurs symptômes, c'est-à-dire leur exclusion, leurs blessures singulières, en quelque sorte, grâce à l'implication collective,
devient au fond une forme, encore une fois, de combattre heureusement pour un monde meilleur. Alors, voilà, donc avec les rires en plus et avec la joie. Avec le rire et la joie. Alors là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, si ce lien sororal est refoulé, c'est parce que trop de femmes, et peut-être d'hommes aussi, mais foncent dans un idéal familial, et que donc ces modèles, disons, choisis peut-être parfois trop hâtivement, alors qu'on appelle traditionnellement le modèle patriarcal pour faire vite. Hein, phallique, voilà. Phallique. Bon, mais peut-être patriarcal est plus clair. Bon, donc ça veut dire que, voilà, c'est ça que quand on entre trop vite ou trop mal ou pas assez bien, enfin comme vous voulez, dans ce type de modèle, on refoule le lien sororal. C'est un peu ça ce que dit Freud aussi dans son histoire. Là. Je pense, lui, il insiste vraiment sur le fait que c'est pas de l'empathie, et c'est pas non plus, encore une fois, un idéal destructeur. Il n'y a pas d'idéal. C'est ça qui est intéressant dans cette femme qui se rencontre dans leur traumatisme. Et c'est vraiment, pour moi, quand j'ai relu ces passages, j'ai dit, mais vraiment, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la question MeToo, qui est vraiment une analyse, voilà, la psychanalyse peut vraiment la lire à partir de ces refoulements de la sororité qui ressurgit dans la singularité de chaque femme. MeToo, MeToo, MeToo. Elles sont ensemble de cette façon-là, qui c'est très différent du féminisme de la première vague ou de la deuxième vague, qui sont bien sûr très importants, ou de la troisième vague aussi. Mais disons, là, il y a quelque chose vraiment d'un phénomène où on se retrouve sœur de l'autre femme à partir de ces symptômes qui est, au fond, quoi ? C'est le monde patriarcal, on n'en peut plus. Voilà, au bout d'un moment, les symptômes est explosé. Il faut casser la baraque. Voilà, ça ne peut plus, et ça ne va plus pour les hommes, ça ne va plus pour les femmes. Je veux dire, ça a causé ça ne va plus pour la planète. Ça va, je veux dire, c'est très intéressant vraiment aussi cette question de la sororité, par exemple, à partir d'un philosophe biologiste comme Donna Haraway. Par exemple, quand elle dit « make kin no babies », faites des parentés, des nouvelles parentés, des liens, et non des enfants. Donc, voilà, si vous continuez à faire des enfants, ben, la planète sera surpeuplée, donc elle va se terminer. En revanche, comment penser des nouvelles formes de liens ? Pour elle, sont des liens, probablement, sont des liens qu'elle appelle les espèces compagnes entre des espèces différentes. Mais finalement, la sororité ouvre à cette possibilité des liens. Ce sont des liens donnés par des traumatismes, les troubles, par des traumatismes réels, et avec lesquels le sujet est prêt à les regarder à partir de son symptôme. Oui. Pour une femme, moi je me rappelle, excusez-moi parce qu'il y a un point fondamental, une patiente qui disait « Moi, je ne peux pas parler de ma violence parce que j'ai peur à être de la violence que je subis, parce que je ne veux pas être faible. » Vous voyez ? Alors que là, les femmes n'ont plus peur d'être faibles parce que c'est comme ça qu'elles sont fortes, comme dirait Valérie Solanas. C'est ça aussi. Vous voyez, tellement de temps, on a peur d'être identifié, encore une fois, à cet objet faible utilisé par l'homme. On n'a pas envie. Et là, enfin, les femmes sont tellement fortes qu'elles ont pris le courage de parler. Et donc, la psychanalyse doit les écouter, tout simplement. Ça, je comprends bien. Alors, pourquoi vous dites sororité égale, prenons encore une fois des choses simples, un pouvoir ? Vraiment ? Oui, je pense que, disons, ces liens, après, je veux dire, encore une fois, les femmes peuvent prendre les pouvoirs. Certes. Elles peuvent toujours virer à devenir des filles à papa. Hein, que les filles à papa, pour Valérie Solanas, sont soit les femmes qui doivent soutenir les hommes ou doivent se faire protéger par les hommes, mais elles sont également les femmes qui croient dans les valeurs phalliques des hommes. Voilà. Après, je ne dirais pas que tous les hommes croient ça. Il y a des hommes sœurs, comme je vous disais tout à l'heure. Des hommes sœurs. Voilà, il y a des hommes sœurs aussi. Parce que ce n'est pas une question anatomique. Bien sûr.
Mais disons que l'effet être né probablement avec une anatomie plutôt qu'un autre, ça favorise plutôt un certain type de lien. Voilà, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais disons que voilà, l'empouvoir, c'est-à-dire dans ces liens, encore une fois, dans cette manière de faire lien, de jouir avec, aimer avec, vivre avec. Encore une fois, je cite encore Donna Haraway, que c'est vraiment une forme de sororité. Elle explique d'autres manières de sororité. La question du pouvoir vertical ne se présente pas. Je veux dire, après, il peut y avoir toujours des questions, disons, on est toujours traversé par les troubles, elle dirait. On est toujours traversé par les failles, on peut toujours l'être, mais elle n'est plus le centre. Elle n'est plus le centre de la relation. Kin n'est pas fédéré par les phallus. Vous écrivez, parce que parfois, on voit bien que c'est vous qui écrivez, on voit quand même parfois les différences. Nous, là c'est un nous soutiendrons finalement que la différence entre hommes et femmes est avant tout une différence entre frères et sœurs. Oui, exactement. C'est là que ça veut dire s'inscrire du côté du traumatisme, s'inscrire du côté du symptôme et pas du refoulement, hein, parce qu'au fond, les symptômes, bien sûr, il y a du refoulement dans les symptômes, mais c'est la seule manière, c'est une voie royale de l'inconscient, peut-être un peu différente du rêve, c'est la nouvelle voie royale de l'inconscient. Donc c'est ça, sororité, ça veut dire un symptôme, ça veut dire partager. Une définition du symptôme. Ou un exemple, ou plusieurs exemples. Je dirais simplement, les symptômes, c'est une modalité des liens sociaux qui passe par les traumatismes. Voilà. Dans la sororité, ce n'est pas l'idéal dont il est question, mais c'est vraiment les symptômes, l'expression, la nécessité de l'expression du désir à travers les symptômes, et qui est partagée en plus. Donc c'est vraiment la seule possibilité de penser les partages sans passer par, encore une fois, par l'imaginaire fantasmatique, idéal, idéalisante, encore une fois, de la relation. Là, c'est vraiment un symptôme qui est, encore une fois, sororal. C'est le symptôme sororal. Ça veut dire tout simplement qui s'exprime et que les femmes ont le courage d'aller regarder leur inconscient. Et en même temps, mais ça veut dire qu'il peut être dit, qu'il peut être énoncé. Qui peut être dit, qui peut être énoncé. Encore une fois, évidemment, tout ne peut pas être dit du traumatisme. Hein, je veux dire, ça, c'est clair. Les personnes même qui ont subi des violences, elles le savent très bien que ce n'est pas la dénonciation qui résout notamment le traumatisme. Mais la dénonciation permet les liens sociaux. Et quand il y a lien social, il y a vie. Toute notre pratique des psychanalystes est, disons, basée sur la possibilité de créer les liens sociaux. Hein, Lacan disait l'inconscient est le politique. Dans les séminaires sur les fantasmes, la logique du fantasme qui vient d'être, disons, édité. Mais voilà, ça c'est très important, je crois, l'idée de penser de plus en plus politiquement l'inconscient plutôt que comme cette sorte d'idéalisation de l'individualité qui n'est pas du tout, au fond, liée à ce qui est vécu. Mais comment vous séparez en tant que psychanalyste dans votre pratique, justement, l'aspect à proprement parler clinique, guérison, fût-elle difficile, et l'aspect, j'allais dire, quand même un peu militant. C'est-à-dire que le psychanalyste, quand il travaille, disons, par définition, c'est un accueil inconditionnel. Absolument. Accueil inconditionnel qui relève justement, comme le dit René Major, de l'impouvoir et de l'hospitalité inconditionnelle. Donc, il y a dans la cure, vous êtes totalement, dans l'accueil, et en même temps, bon, dans ce livre, vous êtes assez militant. D'abord, il faut dire que la psychanalyste est aussi une femme, donc elle peut quand même militer. Oui. Et puis aussi la théorie est militante, voilà, je veux dire, mais ce que j'ai écrit sur la question, par exemple, de la transidentité ou du féminisme, c'est
voilà, c'est aussi un peu la psychanalyste est mélangée à la femme. Mais en même temps, je dois vous dire que je crois que quelque part, on milite aussi en tant que psychanalyste. Par exemple, aujourd'hui, il arrive de plus en plus souvent que des patients et patientes demandent, voilà, des femmes qui sont féministes, je pense à une patiente qui exerçait qui était travailleuse du sexe et me dit, moi je sais que si je peux en parler avec vous, que je ne serai pas jugée par vous. Mais disons que ça peut arriver de faire des coming out. Je veux dire, nos patients et nos patientes nous disent, vous êtes trans-friendly, vous êtes gay-friendly, ou alors racisé, je veux dire. Et c'est là, beaucoup de psychanalystes sont très scandalisés par ça. Alors qu'en réalité, c'est là, je veux dire, même si on peut être militant ou militante ou avoir exprimé quelque chose de ses positions politiques ou de ses positions vis-à-vis encore une fois, de l'orientation ou des identités sexuelles, je pense que ça n'empêche pas le travail fantasmatique. Je veux dire, c'est là, c'est un point de départ, quand on choisit un homme ou une femme. C'est un point de départ ou quelqu'un qui a une formation plutôt qu'une autre. Je veux un psychiatre, moi je veux un philosophe de formation, moi je veux... Ah non, surtout pas un psychiatre. Je veux dire, ils sont des points de départ pour, à partir de là, la chaîne fantasmatique du patient ou de la patiente s'enchaîne et à partir de là, ça n'empêche pas de trouver des surprises. Hein. Je veux dire, si quelqu'un me dit Madame Lepige, moi je cherche un analyste racisé, le fait que je lui trouve, je ne sais pas, je pense à quelques collègues qui soient racisés, ça n'empêche pas d'ouvrir certaines questions. C'est simplement un point d'appui un peu pour se sentir à l'abri par rapport à quelque chose. Et les patients et les patientes ont le droit quand même de se rassurer que leurs paroles puissent être vraiment écoutées, surtout à partir des derniers temps où les psychanalystes ils sont là toujours plutôt comme des Jiminy Cricket par rapport aux mœurs. Donc effectivement, je comprends très bien que quelqu'un puisse demander un trans-friendly ou alors un psychanalyste féministe ou alors, je ne sais pas, racisé, pour être sûr que leurs paroles soient écoutées voilà, d'une façon un peu ouverte. Et c'est là, après, tous les fantasmes se mettent en marche sous l'analyste, etc., et sous tous les autres, disons, relations sociales qu'il peut y avoir. Hein. Ça n'empêche pas du tout un coming out. Donc je pense que même pouvoir répondre oui, je suis ouverte à certaines questions, ça n'empêche pas, disons, les déploiements de l'inconscient. Au contraire, lui donne des bases pour que cet inconscient soit plus libre de s'exprimer. Le féminisme débouche et devrait toujours déboucher sur la libération du désir. Donc, pour vous, le féminisme dernière vague passe par la sororité. Alors évidemment, on va vous demander tout de suite, mais nous, on ne va pas commencer par là, on va terminer par cela. Que devient la différence des sexes avec ce salut sororité que vous mettez à l'honneur? Disons que moi je dirais que ce n'est pas simplement une forme de liberté un peu idéaliste comme il a été parfois pensé par une certaine génération de boomers, je dirais, pour 68 heures, etc., que je respecte beaucoup, les 68, je ne veux pas être, être pris dans les malentendus, mais disons, une certaine génération boomer, qu'on appelle boomer, effectivement, aujourd'hui, c'est la répression, on ne peut plus faire... je pense qu'il faut simplement instaurer peut-être de nouvelles normes. Comme toute perversion sérieuse est censée faire. C'est-à-dire, c'est pas simplement penser la fin des normes, mais de les penser de façon plus démocratique pour tout le monde. Faire de la liberté sexuelle, disons, des manières qui arrangent surtout les hommes, je ne pense pas que ce n'est pas de la liberté sexuelle. Aujourd'hui, on peut penser, en pensant aussi qu'il y a d'autres exigences que celles peut-être d'il y a 20 ans. Je veux dire, aujourd'hui, les femmes n'ont plus à démontrer qu'ils sont comme des hommes, qu'ils peuvent jouir comme des hommes, qu'ils peuvent avoir des activités sexuelles comme les hommes. Ils ont plutôt inventé de nouvelles, encore une fois, formes de jouissance
et des plaisirs sexuels et des rencontres avec les autres. Les jeunes, ça suffit d'écouter des jeunes et on les voit, hein, des formes de polyamour. Il y a vraiment des recherches. Après, il n'y a pas de solution face au trauma, encore une fois, et au trauma de l'amour et de la relation sexuelle. Mais disons qu'il y a dès qu'il y a si on peut inventer, c'est bien. Voilà. Et inventer aussi de nouvelles normes. Ça aussi, pas simplement penser qu'un jour on sera libre sous une forme idéaliste et idéalisante. Non, et ça passe par la sororité. Et je pense que la sororité, encore une fois, c'est une nouvelle modalité de lien qui peut créer de nouvelles modes de jouissance.